Bonjour, donc oui, je suis Josiane Huard, je suis la coordonnatrice de l'Assemblée nationale catalane du Québec, l'Assemblée nationale catalane au Québec. Merci à Maxime Laporte, merci à la Société Saint-Jean-Baptiste pour le support constant pour la cause catalane. C'est un beau partenariat que nous avons ensemble et c'est très apprécié. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'indépendantisme catalan, qui est avant tout un mouvement citoyen très fort. Ma présentation va tourner autour de 3 axes. Donc, je vais vous faire un résumé de la situation politique catalane pour comprendre comment on est venu aux derniers événements. J'ai indiqué 2001, en fait, je vais reculer un petit peu avant, à la fin du franquisme. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'est l'Assemblée nationale catalane et comment ça en est devenu une très forte présence citoyenne qui a influencé les mouvements politiques ensuite, indépendantistes. Et finalement, ce que je crois, un commentaire personnel sur ce que le Québec peut apprendre de l'expérience catalane. Donc, première des choses, juste pour qu'on se comprenne bien, quand je parle de Catalogne, c'est la portion que vous voyez dans l'encadré en rouge, la petite carte. Et au niveau politique, ce n'est que cette région-là. Quand on parle des pays catalans à grande échelle, c'est ce que vous voyez en orange sur la carte du bas. Donc, par exemple, dans un cas où l'indépendance catalane se réaliserait, ça n'affecterait que la portion en rouge. Si la portion, les autres pays, comme ce qui se trouve en Italie, ce qui se trouve, il y a l'Andorre, il y a également une partie en France, la Catalogne du Nord, et le pays valencien, tout ça ne serait pas inclus dans l'indépendance, à moins qu'ils fassent eux-mêmes des démarches référendaires. Donc, on parle vraiment juste de la région Barcelone et tout ça. Ensuite, oui, comme je vous disais, c'est ça, il y a aussi une petite région en Italie, l'Alghero, en Sardaigne, qui fait partie de ce qu'on appelle les pays catalans. Donc aujourd'hui, je vous parle uniquement que de la Catalogne. Je vous parle un petit peu avant de la présence catalane à Montréal. Il y a un très beau programme d'études catalanes à l'Université de Montréal. S'il y a des gens intéressés, il y a des cours de langue, des cours de culture, des cours de traduction, c'est très, très varié. Ensuite, il y a les Castelli de Montréal, que vous avez peut-être déjà vu dans le cadre, entre autres, des festivals de cirque et tout ça, qui font des constructions de tours humaines. Il y a le Cercle culturel catalan, qui est un organisme uniquement culturel, on s'entend. Le seul organisme politisé au Québec sur la Catalogne, c'est vraiment nous, c'est l'Assemblée nationale catalane. Donc, on rentre dans la portion historique. La volonté indépendantiste catalane, ça ne date pas d'hier. Toutefois, c'est seulement dans les 5 dernières années qu'il y a eu un boom énorme et que ça a vraiment pris l'ampleur qu'on connaît maintenant. Pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, on recule jusqu'à la fin de la dictature franquiste en Espagne, qui s'arrête en 1977. En 1978, l'Espagne se dote d'une constitution et c'est une période qu'on appelle la transition démocratique. Donc, après la dictature, on rentre en démocratie, on se vote une constitution. L'année suivante, en 1979, la Chambre, le Parlement espagnol, adopte une charte d'autonomie pour la Catalogne, dans laquelle on reconnaissait entre autres que la Catalogne était une nation, et ce mot-là est très important, une nation, et aussi le catalan devenait officiellement une langue officielle en Espagne, aux côtés du basque et du galicien et de l'espagnol, ce qu'on appelle en Espagne le castillan. Donc, c'était les 4 langues officielles d'usage en Espagne. 25 ans plus tard, la Generalitat, le Parlement catalan, décide de proposer au Parlement espagnol une réforme de cette charte-là. S'il décide de le faire, c'est parce qu'il n'est pas très content de la façon dont ça se passe, la collaboration avec l'Espagne. Donc, les 4 buts, comme c'est indiqué à l'écran, augmenter la reconnaissance symbolique et politique de la Catalogne comme réalité nationale au sein de l'État espagnol. Ensuite, augmenter le niveau d'autonomie des institutions catalanes et obtenir une meilleure protection du tribunal constitutionnel face aux ingérences régulières du pouvoir central. Ça vous sonne peut-être un peu des cloches, on a le même problème ici avec Ottawa régulièrement. Ensuite, établir un ensemble de relations bilatérales entre le gouvernement catalan et central. Et le point, un des plus importants, c'était améliorer le système de financement, qui était considéré comme très déficient, très coûteux. Et ça se soldait par un déficit fiscal d'environ, selon les études, ça peut aller jusqu'à 10% pour la Catalogne. En gros, la Catalogne est fatiguée d'être la vache à lait du reste de l'Espagne, alors que le gouvernement madrilène leur crache au visage constamment, attaque leurs droits d'enseigner en catalan sur le territoire catalan, etc., etc. Donc,
C'est ce qu'on considère un peu comme leur last. Mais le Parlement catalan se vote ce qu'ils appellent l'Estatut de Catalunya, qui est une nouvelle charte d'autonomie réformée, qui a été approuvée par le Parlement catalan à plus de 90% au niveau des députés le 30 septembre 2005. Ils ont soumis, parce qu'ils n'ont pas le choix, cette charte d'autonomie au Parlement espagnol, mais le Parlement espagnol a regardé ça et fait « Non, non, nous, on n'est pas d'accord avec votre texte, vous allez trop loin, on veut des amendements. » Discussion, tout est bloqué. Le président de la Catalogne, Artur Mas, fait un pacte avec le président de l'époque espagnole, Zapatero, du PSOE, c'est le Parti socialiste espagnol. Ils font un pacte, ils disent « OK, je t'accorde tel amendement, bon, on peut modifier cette portion-là du texte, tout ça. » Il n'y a pas grand monde d'accord. La gauche indépendantiste catalane est furieuse, la droite espagnoliste est furieuse et milite pour le non, mais malgré tout, par voie référendaire, cette nouvelle charte charcutée a été adoptée en 2006. Sauf que le parti de droite espagnol, le Partido Popular, qui est aujourd'hui au pouvoir, lui décide qu'il conteste devant les tribunaux, le tribunal constitutionnel, la validité de cette nouvelle charte d'autonomie de la Catalogne. Et ça va durer 4 ans. 4 ans de démarches dans lesquelles il s'attaque notamment à tout ce qui concerne les références à la question de nation, tout ce qui touche l'officialité de la langue catalane, le financement, la décentralisation des pouvoirs judiciaires, etc., etc. Résultat, en 2010, le 28 juin, après 7 tentatives, le tribunal constitutionnel espagnol se prononce finalement et ça donne qu'il annule 14 articles de la Charte d'autonomie et il en rétrète 27 autres. C'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est le moment clé. Les politiques catalans sont furieux, la foule catalane est furieuse et ça donne la première grande manifestation qui réunit 1,2 million de Catalans dans la rue de Barcelone. C'était le premier record de manifestation en Europe, de manifestation citoyenne. Le titre de la manifestation, « Nous sommes une nation, à nous de décider ». Donc, vous voyez que le terme « nation » revient souvent. C'est quelque chose qui les touche beaucoup. On leur refusait le droit d'être une nation. Et donc, le droit de décider de leur avenir politique. Comme je vous disais, ça a été un point tournant avant. Si vous regardez le graphique ici, en 2001, il y avait eu un sondage et les gens en faveur de l'indépendantisme catalan s'est tourné autour de 36%. On tombe en 2013, c'est monté à 55%. Et juste avant les événements du 9 novembre dernier, dont je vous parle plus tard, ils sont montés à près de 60% en faveur de l'indépendance. Donc, c'est vous dire le ras-le-bol général qu'il y avait dans la population. En 2012, il y a eu des élections en Catalogne. Et ces élections-là ont porté au pouvoir 87 députés indépendantistes réunis dans 4 différents partis. Donc, il y a le parti au pouvoir, Convergencia i Unió, du président Artur Mas, qui est de centre-droit. La gauche républicaine, l'Esquerra Republicana Catalana. Et ensuite de ça, il y a l'ICB, c'est le Parti vert. Et la Coupe, c'est le parti d'extrême gauche, peut-être l'équivalent de Québec solidaire, mais encore plus extrême gauche que ça. Et donc, vous voyez, c'est une forte majorité. La majorité absolue au Parlement est de 60 et ils ont élu 87 députés. Donc, c'était clair que la population voulait au moins un référendum, un débat indépendantiste. Sauf que les partis ne s'entendent pas. Ils ne savent pas comment on va faire ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Ils ont quand même décidé de faire une loi référendaire. Non référendaire, pardon. Une loi sur les consultations populaires par voie référendaire. Le mot référendum faisait peur à Madrid, ils ont fait des menaces, ils ont dit « OK, si vous faites un référendum, on vous envoie l'armée, ça va être la fin ». Ils ont fait « OK, on fait une loi catalane de consultation populaire non référendaire » et ça se fait le 19 septembre 2014. La date de la consultation, c'était le 9 novembre dernier. Évidemment, Madrid essaie par tous les moyens de couper ça. Malgré tout, les citoyens disent « OK, gouvernement, vous n'avez pas le droit d'organiser cette consultation populaire. Nous, citoyens, on prend ça en charge. » Et consultation est eu le 9 novembre 2014. Donc, c'est les partis ici qu'on voit représentés. C'était la consultation. La question, voulez-vous que la Catalogne devienne un État? Et si oui, voulez-vous que cet État soit un peu indépendant? Ça peut sembler un peu étrange comme question, mais c'était sur laquelle les partis politiques s'étaient entendus. Donc, 3 choix de réponse. Non, je ne veux pas que la Catalogne devienne un État ni qu'elle soit indépendante.
Oui, je veux qu'elle devienne un État, mais il faut qu'elle soit indépendante. Ou oui, je veux que ça devienne un État indépendant. C'était le bulletin de vote. On avait un bureau de vote ici à Montréal, d'ailleurs, pour la diaspora catalane. Évidemment, on s'entend, c'est un vote illégal. Là, hein. Les gens n'avaient pas le droit. En fait, ça ne pouvait pas être reconnu politiquement. C'était vraiment une consultation populaire. Les résultats, il y a eu 2 344 828 personnes qui sont allées voter à quelque chose d'illégal et qui savaient qu'ils n'avaient aucun pouvoir politique autre que de manifester leur désir d'indépendance. Et sur ces 2,3 millions-là de votants, c'est 1 897 000 personnes qui est en faveur du oui. Donc, oui, on veut un État indépendant. C'est 80% des votes. Évidemment, il faut relativiser. Il y a pas mal juste des gens en faveur de l'indépendance qui se sont déplacés, mais ça fait quand même beaucoup de personnes sur le territoire catalan. Et il y avait aussi beaucoup de votes, de bureaux de vote à l'extérieur aussi. Donc, fort de ces résultats-là, les partis politiques sont retournés en chambre et là, bis-bis. La gauche veut que le gouvernement Artur Mas déclare unilatéralement l'indépendance. Le président Mas ne veut pas, il a peur, il craint les représailles de Madrid, juge qu'il n'a pas la légitimité politique de le faire. Et là, ça discute et ça discute et ça discute depuis le mois de novembre, il n'y a rien qui bouge, jusqu'à hier. Et là, je vous en parle, 13 mars 2015, j'ai mis ma présentation, mon PDF à jour ce matin. Il y a un accord qui a été passé entre les partis indépendantistes pour des élections plébiscitaires le 27 septembre 2015. Ce qu'on entend par les élections plébiscitaires, c'est-à-dire que les gens qui vont voter sont très conscients que si vous votez pour un parti indépendantiste, vous votez pour l'indépendance. Oui. Directement. Donc, l'accord qu'ils ont passé, ce qu'ils ont appelé la feuille de route, c'est la feuille de route. Si une majorité de candidats indépendantistes sont élus, obtiennent la majorité parlementaire, il y aura une déclaration solennelle du Parlement de la Catalogne sur le commencement du processus qui mènera à la constitution d'un nouvel État ou d'une nouvelle République catalane. Ils vont débuter le processus constituant. Il y aura le déploiement des mécanismes de transition nationale et des nouvelles structures d'État. Et ensuite, une fois qu'ils vont avoir écrit les textes et déterminé quelles seront ces structures politiques-là, c'est ça qui va être soumis au référendum. Donc, il n'y aura plus question de est-ce qu'on se sépare ou non. On se sépare et voici comment nous allons faire notre indépendance. Et c'est ce qui devrait être déposé en mars 2016, c'est ce qu'ils sont entendus à faire, finalement. Donc, si les partis indépendantistes gagnent le 27 septembre 2015, la Catalogne se déclare indépendante. Après ça, qu'est-ce que Madrid va faire? Comment ça va réagir? Est-ce que Mariano Rajoy va envoyer l'armée? On ne sait pas, mais ça risque d'être une date très clé. Et voilà, donc est-ce que la Catalogne sera le nouvel État d'Europe? C'est la question qui nous reste à déterminer. Ça conclut ma partie sur le résumé de la situation politique. Maintenant, je vous parle de ce qui me tient très à cœur, de pourquoi l'indépendance en Catalogne est différente, à quel point c'est une force, une mouvance populaire. Je vous explique ce qu'est l'ANC. Donc, excusez-moi, je me retrouve dans les notes. L'Assemblée nationale catalane, ça a été créé suite à la grande manifestation monstre de 2010. C'était un désir des organismes indépendantistes citoyens de se regrouper pour former une réelle force. Parce que quand tout le monde lutte dans son petit côté, ça n'avance pas. Ils se sont regroupés sur une même manière, qui était l'Assemblée nationale catalane, qui est un organisme un peu comme ici, où il y a des assemblées, les gens sont membres, les gens votent, les gens payent des cotisations. C'est complètement apolitique, c'est complètement autofinancé aussi. Et la présidente actuelle s'appelle Carme Forcadell. Il y a 80 000 membres à travers le monde et il y a des assemblées qu'on dit extérieures, donc extérieures au territoire des pays catalans. Et donc, l'ANC Québec. Il y en a 38, ça va de la Chine au Mexique, au Chili, il y en a une en Suisse, il y en a une, je ne peux même pas vous donner tous les pays, en Thaïlande. La diaspora catalane, elle est très dispersée, mais ces assemblées-là existent un peu partout. Il y a 3 buts à l'Assemblée principale. C'est de promouvoir le projet indépendantiste dans la population, donner voix au chapitre au plus grand nombre de citoyens possible, la possibilité de s'exprimer sur le sujet, et aussi ne jamais donner son appui à un parti politique en particulier. Oui, supporter tout ce qui touche à l'indépendance, mais jamais dire « OK, nous on appuie tel parti, nous on appuie tel parti ». Ils doivent se garder une indépendance apolitique. Donc, au Québec, nous, ici, on s'est constitué le 21 mars.
avec des Québécois, des Catalans. On avait besoin d'avoir un organisme uniquement politique au niveau de la diaspora catalane, parce que c'est pas ce que le cercle culturel catalan est. Et j'ai été propulsée coordonnatrice malgré moi, mais ça me fait bien plaisir d'être là. Et une de nos missions, entre autres, en plus de promouvoir le projet indépendantiste catalan, c'est de rejoindre la population québécoise et de créer ces partenariats-là, comme on est ici avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'ANC a été un moteur indéniable de la force du mouvement indépendantiste, que ce soit... Non, ils ont organisé beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations. Donc, la première, ça a été cette grande manifestation... Non, c'est la manifestation en 2010, mais celle-là ici, les photos qu'on voit, c'était le jour de la fête catalane, le 11 septembre en 2011. Ensuite, ils ont organisé la Voie catalane, qui était une chaîne humaine de 400 km à travers le pays, à travers la Catalogne. 400 km, pour vous donner une idée, c'est la distance Québec-Montréal, Rivière-du-Loup, de gens qui se tiennent par la main. Et il n'y avait pratiquement pas de trous dans ces espaces-là. C'est ce que l'Assemblée catalane était capable de faire. Ensuite, il y a eu, ce que Maxime vous parlait tout à l'heure, le V dans deux grandes artères de Barcelone, les artères principales, V pour voter. C'est en préparation du 9 novembre et ça, il y avait près de 2 millions de participants à cette manifestation-là. Et ça établit le nouveau record du nombre de gens qui participent à une manifestation en Europe, toutes catégories confondues. On a fait une à Montréal aussi, sur le Mont-Royal, que vous voyez un peu plus modeste, mais nous étions là, solidaires. Et c'est ça, donc il y a eu le 9 novembre aussi, qui, il ne faut pas se cacher, est en grande partie orchestré par l'Assemblée nationale catalane. Si vous voyez devant le Parlement québécois une Catalane qui était là, qui a pu voter à Montréal cette journée-là. Donc, ce que je vous disais, c'était que c'était la force du mouvement citoyen qui a mis de la pression sur les partis politiques. Parce qu'au départ, Arthur Mas, il n'en voulait pas de l'indépendance, il ne voulait même pas en discuter. Mais par la volonté citoyenne qui ont fait des pressions, les choses ont commencé à débloquer. Et récemment, l'accord qu'on a vu passer hier, le 13 mars, c'est grâce à cette femme que vous voyez, Carmen Fourcadelle, avec les cheveux courts châtains. Elle a fait pression sans relâche depuis le 9 novembre sur les partis politiques. Elle les a rencontrés, elle a fait des sorties dans les médias. Elle avait un mandat de l'Assemblée pour le faire. Et c'est grâce à elle, entre autres, que l'impasse a été dénouée et qu'elle a ramené les partis politiques à la table. Donc, c'est vous dire à quel point un organisme indépendantiste citoyen fort, uni, peut mettre la pression sur les partis politiques pour arrêter la décision et les chicanes. Je conclus en vous parlant un peu de ce que je crois qui fait que le cas catalan peut être un magnifique exemple pour le Québec. En fait, ce qu'on peut apprendre du mouvement indépendantiste, une grande partie de la beauté de ce mouvement-là, c'est qu'il est inclusif, multiculturel et multigénérationnel. La Catalogne a toujours très bien su accueillir sa population immigrante et les amener à utiliser le catalan comme langue de travail, comme langue d'usage quotidien, ce qui, au Québec, on n'arrive pas encore à faire. Et pour vous dire à quel point ça fonctionne, ce sondage-là que vous voyez ici, ça a été fait auprès des populations immigrantes qui ont immigré en Catalogne dans les 10 dernières années. Ils leur ont posé la question, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plus espagnol, catalan, un peu des deux, pas du tout, ni un ni l'autre? Et au total, c'est 55% de la population migrante de ce sondage-là qui ont répondu qu'ils se sentaient catalans ou complètement, ou en partie catalan-espagnol. C'est quand même très fort de développer ce sentiment d'appartenance-là. On a besoin de développer ça au Québec, d'arrêter d'exclure les communautés culturelles. Il faut les amener à être intégrées. Et il y a plusieurs, évidemment, on ne sait pas la proportion de gens qui sont indépendantistes là-dedans, mais déjà qui sont catalans, c'est énorme. Donc, inclusivité, avoir la langue française comme facteur d'inclusion au lieu d'exclusion. Aussi, les forces souverainistes doivent se regrouper, les forces citoyennes, si j'entends. J'ai dénombré récemment, je crois qu'il y a à peu près 110 organismes plus ou moins officiels indépendantistes au Québec. C'est pas productif. Tout le monde travaille un peu dans son coin, tout le monde tire la couverture de son côté. Je ne dis pas qu'il doit y avoir un seul organisme, mais au moins 2 ou 3 grands organismes qui collaborent ensemble serait beaucoup plus utile que tout le monde travaillant chacun de son côté, et on rejoindrait beaucoup de gens et le message serait beaucoup plus fort. Ensuite, il faut arrêter de laisser la question, et ça c'est vraiment pour moi le plus important, arrêter de laisser la question
de l'indépendance dans les mains des partis politiques. Surtout avec le mode de scrutin que nous avons, qui n'est absolument pas représentatif, qui ne permet pas aux gens de vraiment s'exprimer, qui ne permet pas une représentativité de l'opinion publique, qui fait que les gens ne s'intéressent pas à la politique parce que qu'est-ce que ça me donne, mon vote compte pas, c'est toujours le PQ ou les libéraux. Donc, tant que ce ne sera pas un grand organisme citoyen ou des grands organismes citoyens qui vont remettre la souveraineté sur la carte, ça ne se fera pas. Tant qu'on va laisser les partis politiques encore décider, bon, est-ce qu'on fait une alliance, option nationale, Québec solidaire, PQ, ça ne se fera pas. Et encore une fois, je vous l'ai démontré tout à l'heure, PSV politique en Catalogne, organisme citoyen qui a réussi à dénouer l'impasse, c'est pas rien. Il faut s'inspirer de ça et il faut militer énormément. Et surtout les gens qui sont membres des partis politiques, militer pour qu'on change le mode de scrutin. On a besoin d'avoir une meilleure représentativité politique au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale à Québec. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.